and burn my shadow away. Pour le dernier jour de cette semaine spéciale, avant ma critique de Days of the Future Past, je vais critiquer deux films. Un réalisé par Bryan Singer et l'autre produit et écrit par Bryan Singer et lié à sa saga culte et surtout au film pour lequel j'ai fait cette semaine spéciale. Donc on va faire ça vite fait bien fait. Jack le chasseur de géants. C'est probablement le film le plus chaotique de Singer d'un point de vue production. Le film a commencé sa production en 2010, il devait sortir en juin 2012, mais comme The Dark Knight Rises sortait aussi cet été-là, Warner a finalement décidé de le sortir en février 2013. La plus mauvaise période pour un blockbuster. Encore plus pour un film d'heroic fantasy vu que c'était 2 mois après le retour de Peter Jackson et de la saga du Seigneur des Anneaux avec le Hobbit. Et les producteurs ont changé le titre vu que Jack le tueur de géants faisait un petit peu trop violent à leur goût. Parce que chasser quelqu'un c'est moins dark et cruel que de le tuer, vu que là on considère la personne que l'on tue non pas comme une personne ou un être humain, mais comme un gibier, un animal ou un trophée. C'est déjà plus sain, n'est-ce pas David? Et comme si tout ce bordel ne suffisait pas, c'est juste le moins bon de tous les films de Bryan Singer. Ce qui veut pas dire grand chose, mais quand même. Je vais faire vite fait cette critique car je n'ai pas grand chose à dire. Le film raconte un mélange des contes de Jack et le haricot magique et de Jack tueur de géants. Jack, joué par Nicholas Hoult, va au marché pour vendre son cheval, et se retrouve avec pour seul paiement des haricots. Seulement, ces haricots sont une ancienne relique magique, permettant de créer un pont entre le monde des humains et le monde des géants. La princesse Isabella, jouée par Eleanor Tomlinson, se retrouve accidentellement dans le monde des géants et se fait capturer par les géants dirigés par le général Fallon, le géant à 2 têtes, joué par Bill Nighy et John Cassir. Jack est envoyé par le père d'Isabelle, le roi Bramwell, joué par Ian McShane, en haut du haricot géant pour ramener sa fille. Accompagné de quelques chevaliers, notamment Peter du dernier pub avant la fin du monde, le chevalier Helmont, joué par l'excellent Ewan McGregor, et Roderick, le sage conseiller du roi, joué par Stanley Tucci, qui se révélera sans surprise être un comploteur possédant une couronne antique qui confère le pouvoir de se faire obéir par les géants. Le reste du film est juste un blockbuster fun mais peu transcendantal, avec des scènes d'action exploitant bien l'aspect titan, même si on aurait pu faire mieux de ce point de vue-là. Et un final où Jack devient le roi des géants, les renvoie dans leur monde, et on révèle que cette couronne est devenue la couronne du Royaume-Uni, et qu'un descendant de Roderick espère la voler, et... Fin ? Donc, qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce film, et qu'est-ce qu'il y a de pas terrible? Du côté de pas terrible, c'est pas le film le plus passionnant de Singer. Il ne fait pas grand chose du concept et se contente d'être un blockbuster d'été en hiver. Et il plagie un petit chouïa Hellboy 2 avec l'utilisation de marionnettes en synthèse pour illustrer l'introduction, et la couronne permettant de contrôler les gros monstres destructeurs. Sauf que là, d'un coup, c'est moins classe sans l'armée d'or. Jusqu'au petit garçon qui demande après « Mais c'est qu'une histoire, n'est-ce pas ?» Et le père qui répond « Ah ah !» Les scènes d'action ont de bonnes idées, mais comme X-Men 2, ça s'arrête avant qu'on atteigne un vrai point d'orgue. Quelque part, on sent que Singer voulait exploiter les possibilités d'action des géants, tout comme il voulait exploiter les possibilités d'action des mutants. Mais voilà, il s'arrête aux idées. Mais pire, ce problème concerne aussi les personnages. En effet, les personnages sont en apparence sympathiques, que ce soit Jack, la princesse, ou même le roi, Roderick et le chef des géants, qui sont prometteurs en termes de sympathie, d'attachement ou de charisme. Mais au final, on n'a pas assez d'eux. Et pourtant, il y a une petite romance parmi eux. Comment c'est possible? Le design est assez particulier, volontairement moche et grotesque pour les géants, et assez coloré et carton mais stylé pour les armures des humains. C'est un style sympathique mais qui, comme le reste, aurait pu être mieux exploité. Genre pour aller encore plus dans le style quitte à faire des armures à la Final Fantasy, ou plus grotesque que juste un siamois et un mec avec des coupes afro. Les effets spéciaux sont plutôt bons pour 2005. Pour 2013 par contre c'est assez moche. Je trouve un peu injuste de critiquer la qualité des effets spéciaux sachant que le film fut un bordel de production. Donc il est fort possible que ce soit le mieux qu'ils aient pu faire dans ces conditions. Seulement qu'on n'explique pas des conneries à base de « Oui, le film a été retardé pour peaufiner les FX » parce que, franchement, on est très loin d'Avatar. Ou de Gollum. C'est quand même 2 ans après la planète des singes des origines, quoi, merde. Ah, et aussi, la fin sur ce qui est devenu la couronne est ridicule et forcée. J'en reviens sur le but de ce point, mais même en sachant ce qu'ils ont voulu faire, c'est forcé et ridicule. Mais enfin, mis à part ça, qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce film? Eh bien, tout ce qu'a fait Christopher McQuarrie pratiquement.
les quelques moments où Singer se réveille et quand il touche à ce que Macquarie semble avoir voulu exploiter dans son scénario, à savoir la mise en abîme des contes. La narration d'ouverture se fait avec un montage parallèle entre le père de Jack qui raconte au petit Jack l'histoire des géants et la mère d'Isabella qui raconte à la petite Isabella la même histoire. Tous les deux se font raconter cette histoire comme un conte et non comme un véritable événement, ce qui fait que tous deux seront inspirés par le fait que ce conte soit vrai. Et plus tard, ils se rencontrent à une interprétation théâtrale de ce conte. Le message est clair, la fiction unit les gens, leur passion partagée est ce qui les amène à tomber amoureux l'un de l'autre. Et ce, alors qu'ils n'ont rien d'autre en commun. Jack est pauvre au point de vendre son seul animal pour avoir de quoi manger le lendemain, là où Isabella vit dans un milieu tellement riche qu'ils ont l'équivalent médiéval de la photographie. Et quand ils finissent mariés et parents, ils transmettent cette histoire qui leur apporteront de l'inspiration et de l'imagination. Chose qui se perpétuera des milliers d'années après avec la légende qui persiste malgré l'oubli général. Et qui donc appelle à une nouvelle aventure, dont le jeune enfant qui regarde pourrait être le prochain acteur et le prochain raconteur / réalisateur. Comme Jack et Isabella sont passés de spectateurs, acteurs à conteurs. C'est une très chouette mise en abîme qui est plutôt bien exploitée, visible mais subtile, comme toujours avec les symboliques de Singer. En plus d'être une chouette antithèse d'Usual Suspect. Comme quoi on boucle une boucle dans cette semaine spéciale. Après, l'humour est excellent. Nous vous voyons, Manouche. Nous venons sans plus tarder, ma bien-aimée. Juste là. Elle va bien? Oh, Roderick, pourquoi les gens ont-ils l'habitude de pousser un cri avant de mourir, hein? Je crois que ça va les aider, peut-être. Et Ewan McGregor est excellent. C'est le seul personnage dont le charisme et la personnalité, ainsi que le développement, vont jusqu'au bout. C'est un héros digne des contes, le chevalier blanc typique, le Lancelot de l'histoire. Probablement même celui qui, dans un conte plus classique, serait celui qui mariera et fera beaucoup d'enfants à Isabella. Mais ici, non seulement il n'a pas le rang de héros qu'il aurait mérité, mais il n'a aucun problème avec ça. Je ne suis peut-être pas le héros de l'histoire, mais j'en connaîtrai la fin en tout cas. Ce qui va avec l'idée que Jack est le vrai héros, car la personne simple faisant des choses incroyables, et non la personne incroyable qui fait des choses incroyables. Bien joué, Jack. Bien joué. Tiens. Putain que j'aime ce mec. Il y a d'ailleurs un running gag résumant parfaitement la relation entre Jack et Helmont. Il y a quelque chose derrière moi. Ce gag est classique mais rigolo quand même, mais montre surtout la supériorité d'Helmont sur Jack, sur son beau cheval blanc et avec sa belle armure, et bien sûr son statut social. Mais à la fin de l'aventure, Il y a quelque chose derrière moi, c'est ça. Jack a montré qu'il valait autant, voire plus que le meilleur des chevaliers blancs. Et donc maintenant, il est supérieur à Helmont. Dans l'ensemble, c'est juste un film d'aventure pour enfants. Un chouette film d'aventure pour enfants, qui ne prétend pas être plus que ça, mais qui pense tout de même à une petite mise en abîme. Donc je comprends les attentions de Singer avec ce film. Je suis juste habitué à mieux de sa part. Et mieux niveau film pour enfants par un réalisateur habituellement sérieux et adulte. Mais bon, s'il devait faire un simple film pour enfants, c'était une bonne façon de le faire. Plus respectable et honnête que Spy Kids ou Arthur et les Minimoys, ça c'est sûr. Donc, on va pas finir cette semaine spéciale sur un film mouais. Donc, on enchaîne sur un film qui déchire sa race, X-Men First Class. Et non, je ne dirais pas X-Men le commencement. First Class c'est 1000 fois mieux comme titre. Contrairement aux autres films de cette semaine spéciale, avec un peu de retard sur 1 ou 2 épisodes, ce film n'est pas réalisé par Bryan Singer, qui est ici scénariste et producteur. Non, le film est réalisé par l'excellent Matthew Vaughn, qui a réalisé Layer Cake, Stardust et surtout Kick-Ass. Et d'ailleurs j'ai hâte de voir son prochain film Kingsman Secret Service. Ce film a l'air trop cool. Et il aurait dû réaliser X-Men 3. Donc, bonne vengeance. Et je vais parler de ce film parce que ça reste techniquement un film de la filmographie de Singer. C'est très lié à son premier X-Men. Une scène est carrément reproduite du premier X-Men. Et j'ai fait cette semaine spéciale pour X-Men Days of the Future Past. Et c'est la suite d'X-Men First Class. Donc je me dois de parler de ce film vite fait. Le film raconte, comme son nom l'indique, la grande première des X-Men. On retrouve le jeune Charles Xavier, joué cette fois par James McAvoy, à l'époque où il vient tout juste d'avoir son doctorat grâce à sa thèse sur la mutation. Il maîtrise déjà parfaitement sa télépathie et, chose intéressante, il a pour sœur adoptive la future mystique Raven, jouée par Jennifer Lawrence. Il est contacté par une agent de la CIA, Moira McTaggart, jouée par Rose Byrne, parce qu'elle a découvert une société secrète de mutants appelée le Club des Damnés. Composée d'un mutant générant des tornades, d'Azrael, joué par le pote de Matthew Vaughn, Jason Fleming, qui a une apparence de diable et a le pouvoir de se téléporter.
Oui, dans la BD, c'est le papa de Diablo, mais dans les films, ça semble être juste une coïncidence. Ou peut-être pas. Emma Frost, jouée par January Jones, une télépathe qui peut transformer sa peau en diamant, pas sûr comment le premier pouvoir est lié au deuxième pouvoir, mais bon, est dirigée par Sebastian Shaw, joué par l'excellent Kevin Bacon, qui a le pouvoir d'emmagasiner l'énergie pour la rebalancer à sa guise. Moira, ne connaissant rien à ce problème qui deviendra mondial que dans la période de la trilogie X-Men, fait appel à celui qui semble le mieux s'y connaître à ce moment-là, Charles. Et durant cette mission, Charles croisera le chemin d'une âme solitaire cherchant à accomplir une vengeance personnelle. Un mutant destiné à faire de grandes choses, le futur Magneto. Eric Lencher, joué par Michael Fassbender. Je me croyais seul. Vous n'êtes pas seul. Eric, vous n'êtes pas seul. Ce dernier, lors de sa captivité au camp de concentration, a été utilisé pour des expériences par Shaw, qui travaille pour les nazis sur la mutation, et a notamment tué la mère d'Eric pour la mener à bouger une petite pièce. Charles et Eric deviennent amis, et grâce au soutien de la CIA, enfin de 2 ou 3 membres de la CIA, le reste est composé de connards pensant que c'est une idée de merde, vivement qu'on fasse péter la Russie, et du jeune Ham McCoy, futur fauve joué lui aussi par Nicholas Hoult, il recrute les rares mutants existants à l'époque. Angel Salvador, joué par Zoe Kravitz, qui a des ailes de libellule, Sean Cassidy, dit le hurleur, joué par Caleb Landry Jones, qui a un cri ultrason, Alexander Summers, dit Havoc, joué par Hayden Grissom, pardon, Lucas Steele, un parent de Scott Summers qui a le pouvoir de balancer des rayons laser par son torse. Et Wolverine. Je m'appelle Eric Lencher. Charles Xavier. Allez vous faire enculer tous les deux. Ah bah non finalement. Pas tout de suite en tout cas. Et ensemble ils forment la première équipe des X-Men pour arrêter Shaw et le club des damnés. Après la perte du Black de l'équipe et pas mal de chouettes développements de personnages pour Hank, Charles et Eric, et un développement un peu maladroit mais quand même sympa pour Mystique, ils partent empêcher la Troisième Guerre mondiale. En effet, Shaw ayant provoqué la crise des missiles de Cuba qui a failli provoquer une guerre nucléaire entre les États-Unis et l'URSS, il espère provoquer l'affrontement qui résultera par l'annihilation de l'espèce humaine dans le feu nucléaire et le soulèvement d'une nouvelle race de mutants grâce aux radiations. Race dont il sera le Führer. Évidemment, nos héros l'en empêchent, mais Eric sombre dans le côté obscur en tuant Shaw d'une manière symbolique, faisant de lui Magneto. Mais Magneto reconnaît que Shaw avait raison, que l'humanité doit être éliminée avant qu'elle n'élimine les mutants, ce qui amène à l'affrontement avec son ami Charles, ce qui résulte par Magneto qui provoque accidentellement son handicap, qui fera de lui le professeur X. À la fin, Magneto recrute le club des damnés et Mystique à sa confrérie, et Xavier efface la mémoire de Moira pour éviter que la CIA essaye de nuire aux X-Men. Ce film est pour beaucoup le meilleur film de la franchise, et je suis presque d'accord avec eux. Presque parce que c'est en effet un excellent opus, mais c'est juste le deuxième meilleur épisode de la saga. Le premier étant, le premier film. Là où le film se démarque le plus de la saga, c'est bien sûr la réalisation. Matthew Vaughn est un réalisateur très coloré, n'hésitant pas à partir dans certains délires graphiques ou délires tout court. Et donc l'univers réaliste et intimiste des films de Singer laisse place à un univers volontairement kitsch et décomplexé, mais approprié car se passant dans les années 60, une époque assez kitsch, que ce soit en termes de BD bien sûr, mais aussi en termes de cinéma et de télévision. James Bond, Batman et autres. Donc forcément on a un univers bien coloré, des effets kitsch jolis comme dans la séquence de télépathie avec un effet vidéo spécial, ou encore les split crimes dans une séquence d'entraînement, ou le générique de fin. Même le scénario assume un kitsch subtil et digne de la période de la guerre froide, avec un petit garçon criant « Nine !» le professeur X se mettant 2 doigts sur le front pour utiliser son pouvoir, comme s'il avait un bouton marche arrêt sur le front. Shaw qui est un méchant de James Bond, avec une équipe de méchants de James Bond, un plan de méchants de James Bond et un sous-marin de méchants de James Bond, ou encore le fait qu'un méchant russe à la peau rouge combat un gentil américain à la peau bleue. C'est kitsch, mais jamais complètement délirant à la Spider-Man, donc les spectateurs lambda n'ont pas trop de problèmes à accrocher, car la réalisation sait rester forte et sérieuse quand c'est nécessaire. Ce qui amène à quelques de mes scènes préférées d'ailleurs, comme la scène où Magneto découvre comment mieux maîtriser ses pouvoirs, ou le montage parallèle sur la mort de Shaw, qui est tétanisante. Tiens d'ailleurs, ça n'aurait pas eu plus de sens si c'était ça qui aurait provoqué l'handicap du professeur X? Je dis ça, mais les acteurs sont bien sûr tous excellents. Sauf un. Beaucoup critiquent le jeu d'actrice de January Jones, mais je ne vois pas le problème.
Le personnage est censé être une pute qui semble toujours à part, comme si elle se foutait de ce qui pourrait arriver, et elle joue une pute qui semble en avoir rien à foutre. Donc elle joue peut-être pas à la Shakespeare, mais elle joue ce qui est censé être le personnage. Et si vous me dites que non, dans la BD machin, dégagez, car on s'en fiche ici. On est dans une saga de films qui a toujours pris des libertés, et on peut laisser d'autres libertés dans le genre arriver, donc merde. Pour vous dire à quel point ce genre de critique est conne, vous me forcez à défendre la poufiasse amoureuse sans bonne raison de Stifler dans American Pie 3, quoi. Non, moi j'ai trouvé que l'acteur le plus mauvais était Lucas Steele. Dans chaque scène, il a ce sourire de mannequin, et ce même dans les scènes dramatiques genre la mort de Darwin, il a toujours ce putain de sourire, comme s'il avait une paralysie faciale. Et son interprétation est dans la lignée d'un Anakin Skywalker. En même temps, le rôle le plus connu du mec est dans Hannah Montana le film. Pour dire. Mais je m'en plains pas trop parce que c'est un personnage très secondaire, limite arrière-plan. Beaucoup ont critiqué le fait que les X-Men ne sont pas assez développés, c'est vrai. Mais comme pour les deux premiers X-Men, on met de côté les membres de l'équipe pour se concentrer sur les personnages les plus intéressants, à savoir Charles, Eric, Hank et Raven. Avant First Class, les gens pensaient que seuls Patrick Stewart et Ian McKellen pouvaient jouer Professeur X et Magneto. Ce film a changé la vie de tout le monde. James McAvoy et Michael Fassbender sont parfaits. C'en est à un point où dans un plan je ne vois plus du tout Michael Fassbender. Je vois Ian McKellen. Ils sont aussi parfaitement écrits. Le sage Professeur X révèle une jeunesse beaucoup plus décomplexée. C'est exactement comme ça que j'imaginais les années d'études du professeur. On voit en lui la sagesse qui fera de lui le guide des X-Men. Mais c'est mêlé à une certaine imperfection. Comme par exemple le fait qu'il n'hésite pas à manipuler des gens sympas. Mais attendez, je ne peux vous emmener nulle part sans la permission de ma hiérarchie. Aimeriez-vous voir un autre tour de magie? D'accord. En voiture. Quelle bonne idée. Ou le fait qu'il s'y prend vraiment mal avec la mutation de Raven. Tu sortirais avec moi? Plutôt 2 fois qu'une. Un jeune homme serait bien chanceux de t'avoir à son bras. Tu es ravissante. Comme ça, je suis ravissante. Ah, vous plaît-il? En bleu. Même sa philosophie qui le caractérise montre une imperfection du mec qu'il était. Dans le temps, j'étais convaincue que toi et moi, on allait se battre contre le monde. Mais même si le monde est merdique, toi, tu ne veux pas aller contre. Pas vrai, Charles? Toi, ce que tu veux, c'est en faire partie. Bien sûr, ce qui lui arrive à la fin sera le coup de bâton qui fera comprendre comment il doit s'y prendre avec cette génération de mutants, quelles erreurs il doit pas répéter, l'amenant à fonder l'école des mutants, qui restera cachée du reste du monde et non exposée, et de faire un groupe qui défendront les humains comme les mutants. La façon dont Eric est écrit est excellente aussi. Il n'est pas montré comme un gros méchant, mais pas non plus comme un personnage dramatique à 2 balles comme Hannibal ou Anakin. Il a un passé dramatique, ouais, mais ça n'enlève rien de son charisme, de sa sympathie ou de sa cruauté. C'est de loin le personnage le mieux développé. Ce qui fait plaisir à voir car, bien avant l'annonce de First Class, les fans de la saga espéraient voir un spin-off sur Magneto, X-Men Origin Magneto, qui devait sortir après celui sur Wolverine, et avec David S. Goyer, le scénariste de Dark Knight, à la réal. Le projet fut annulé parce que X-Men Origin Wolverine et à cause de la grève des scénaristes. Mais First Class reprend toutes les choses qui auraient été intéressantes à exploiter sur le personnage. Dès le début, on le montre en tueur froid qui n'hésite pas à partir en Inglorious Bastard en recherchant Shaw. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'il est entièrement d'accord avec ce que dit Shaw, que les mutants sont supérieurs, que l'humanité doit disparaître, montrant que quelque part, Shaw a gagné, vu qu'il survit en Magneto. Il a fini par faire bouger cette pièce nazie. D'ailleurs, en parlant de Shaw, suis-je le seul à avoir remarqué que Shaw était humain quand il a rencontré Eric? La mutation est censée se manifester vers l'adolescence. Donc, est-ce que durant les expériences qu'il a fait sur Eric, il aurait trouvé un moyen de devenir lui aussi mutant? Et donc son discours sur les mutants supérieurs n'est d'autre qu'un bobard pour dominer le monde. Comme Hitler. Intéressant. Shaw est d'ailleurs un excellent méchant. J'adore la scène où il tue la mère d'Eric de sang-froid, ce qui réveille la colère du garçon et lui fait manifester ses pouvoirs. Et il est tout content, comme un gamin le jour de Noël. Oui, vas-y, bute mes mecs, oui, bute mes mecs, bravo! Et à ceux qui critiquent cette scène en demandant pourquoi il en profite pas pour buter Shaw, Eric ne contrôle pas encore ses pouvoirs. Sa colère lui a permis de manipuler le magnétisme, mais pas de façon contrôlée.
Quoi, vous croyez vraiment qu'après ne pas avoir réussi à bouger une pièce, la mort de sa mère va lui permettre d'avoir un contrôle total de ses pouvoirs au point de faire une tour Eiffel qui transpercera chaud? Évidemment que non. Il fait l'équivalent de tenir sur un vélo en faisant ça. C'est pas pour autant qu'il peut se déplacer avec ce vélo. Il ne contrôle pas son pouvoir, il peut juste le faire un petit peu réagir. Et peut juste remuer du métal. Donc non, s'il voulait, il aurait pas réussi à tuer Shaw à ce moment-là. Hank est un personnage assez sympathique, mais je dois reconnaître que, comme Charles, il s'y prend vraiment mal avec Mystique. Ton aspect naturellement bleu ne seront jamais beaux pour personne. Ta beauté, là, je la vois. Ouais, bon, c'était la façon de penser des années 60, mais ça reste con, quoi. Ah, et aussi, son dilemme est probablement encore plus con. Sûrement volontairement con, vu de la façon dont ça se conclut, mais quand même. Son problème n'est pas qu'il est mutant. Il crée un vaccin non contre la mutation, mais contre la mutation physique, celle qui rend l'apparence différente des humains. À savoir, ses pieds. Le fait qu'il a des mains à la place des pieds crée un complexe chez lui. Ses pieds! Personne ne peut voir tes pieds, connard! T'as des mutants qui ont des mutations physiques plus graves que tes putains de pieds! Donc du coup, avec autant de dilemmes bien bêtes, il mérite ce qui lui arrive, à savoir se transformer en gros bonhomme bleu poilu qui le rend encore plus différent. Ce qui va avec la moralité du film. Renier notre différence est une erreur qui punit les deux concernés. Faire de notre différence notre supériorité est une erreur qui punit les deux concernés. Au final, le modèle moral du film est Mystique, celle qui a renié sa différence, mais qui a évolué pour comprendre qu'elle peut être fière d'être différente et de vivre comme elle est. Mutante. Et fière de l'être. Trouvant ainsi un équilibre entre Magneto et Xavier, rendant leur triangle relationnel ou le triangle amoureux entre elle, Eric et Hank encore plus symbolique. Et du coup, celle qui devient une tueuse sans scrupules naturiste est le modèle moral de ce film. Et vous trouviez que j'exagérais avec les références gays dans les deux premiers films, hein? D'ailleurs, l'exploitation de Mystique, bien que bien fait thématiquement, et volontairement dans l'erreur vis-à-vis de son physique pour Charles et Hank, est très maladroit sur un point. Pour le dire simplement, le grand Magneto faisant un discours nudiste. Tu me passes mon peignoir, s'il te plaît. Tu n'as pas à te cacher. As-tu déjà contemplé un tigre en te disant qu'il faudrait l'habiller? Ok, premièrement, un tigre n'est pas nu. Sa fourrure est une forme d'habit. Deuxièmement, si tu crois vraiment à ton truc, pourquoi toi tu portes encore tes vêtements? Troisièmement, tu n'as aucune raison de lui balancer ce discours à part pour dire de façon très classe « Eh, je veux pas coucher avec toi, mais je suis assez voyeur, donc tu peux te balader tout le temps à poil ?» Pourquoi ne pas simplement dire « Tu serais plus efficace en n'ayant aucun vêtement sur toi ?» Car tu peux changer ta peau en vêtements. Ce qu'elle semble faire parce que sinon ces vêtements seraient incapables de changer avec elle. Beaucoup ont critiqué que le film fout le bordel dans la continuité des autres films. Mais franchement, je vois pas l'intérêt de se plaindre de ça parce que... les inconsistances sont avec les mauvais films X-Men, X-Men 3 et Origins. Les films que tous ceux qui les ont vus espèrent oublier. Sauf moi, parce que j'ai bien aimé Origins. Donc le fait qu'Emma Frost soit totalement différente que dans Origins, que Hank n'évoque pas sa relation avec Mystique dans telle scène de cette bouse du 3, ou le fait que Charles marchait encore et était toujours proche d'Eric dans les années 80, alors que là tout explose dans les années 60, on s'en fout. Ce film nous fait le plaisir d'ignorer les plus grosses erreurs de la saga. Pourquoi s'en plaindre? Et puis techniquement ce sont X-Men 3 et Origins qui sont en tort, car trahissant la vision du réalisateur de cette saga. Réalisateur qui reprend le contrôle dans First Class d'ailleurs. Et on peut aussi blâmer Wolverine le combat de l'immortel pour avoir confirmé que ces films de merde étaient canoniques. Aussi. Ils disent qu'il y en a même avec les deux films de Singer, mais en vrai il y en a que deux et assez mineurs. Le fait qu'Eric aurait aidé à créer Cerebro selon X-Men 1, alors que pas du tout selon First Class, et que Hank apparaît humain dans un caméo dont franchement on se fout dans le 2. Et que de toute façon Days of Future Past a expliqué. Pour le reste, le fait que le problème mutant semble nouveau à l'époque du premier film, non, c'est juste que c'est à peine maintenant que les mutants se font entendre diplomatiquement au Sénat par Jean, et que le Sénat prépare des lois contre ça, car ils ont sûrement compris depuis le temps que les mutants n'étaient pas un groupe très restreint et pratiquement secret qui a foutu la merde qu'exceptionnellement, et que c'est un groupe de gens minoritaires mais planétaires, et parmi les gens normaux. Pour autant qu'ils sachent, dans First Class,
il n'existe qu'une petite dizaine de mutants. Il n'y a pas de raison de faire de loi contre eux maintenant parce que... Ce qui est légal s'applique aux êtres humains, les lois ne s'appliquent pas aux mutants. Et puis à tous les coups, ils ont réussi à rendre la catastrophe de Cuba top secret. Après tout, les seuls témoins sont des militaires. Et le fait qu'on n'évoque pas dans le premier film un quelconque lien entre Charles et Mystique, et que celle-ci n'hésite pas à risquer de le tuer. Il s'est passé 50 ans. Tout a pu arriver. Et dans le premier X-Men, ils semblent mener ce combat depuis un long moment. Donc il est fort possible que leur relation se soit aggravée. Oh, et Days of the Future Past donne une explication. Et de toute façon... Oh, au fait, la nana en bleu, c'est ma sœur adoptive, mais c'est devenu une connasse, donc tu peux la buter. Essaye de caser ça naturellement dans le premier ou deuxième film, tiens. Oh, et fermez vos gueules pour Alex. Oui, c'est le frère de Scott dans la BD, mais pas là. C'est son père ou quelque chose, voilà. Le qu'est-ce qu'on a à foutre maître est à 0 sur ce genre de changement. Et le sera pour toujours. Les scènes d'action sont bien réalisées et ont quelques bonnes idées. Même si niveau téléportation, ça ne vaut pas X-Men 2. Et la musique d'Howard Jackman est excellente. Il reprend même une musique de Michael Kamen. Voilà, c'était si compliqué que ça. Bref, X-Men First Class était le film dont la saga avait besoin. Après une énorme bouse détruisant toute la saga et un nanar ridicule mais qui restait amusant, First Class ramène la saga là où elle appartient. Dans celle des grands films de super-héros avec des personnages attachants, une superbe mise en scène et un scénario superbement écrit. Malgré quelques imperfections, bien sûr, comme par exemple le costume de Magneto à la fin qui fait un peu trop cosplay à 2 centimes. Donc, après un renouveau aussi génial, bien entendu, ça allait se voir venir un nouveau film sur cette saga ressuscitée. Et nous parlerons bientôt de ce nouveau film dans quelques jours, où je conclurai la semaine Bryan Singer avec X-Men Days of the Future Past. Je vais mourir là. Bon, écoute, on va pas t'obliger à le faire si tu te sens pas à l'aise. Bon, je t'aide. Quoi? Arrête, toi aussi t'y as pensé.